boire un petit coup après, il faut quand même démarrer, sinon vous allez manger à l'heure espagnole cet après-midi. Bon, alors je suis stressé, mais ça vous le savez, j'aime pas les discours, vous le savez aussi, car en plus aujourd'hui, nous avons un vice-président du conseil départemental du canton, il m'a dit parce que évidemment je m'étais trompé. Et nous avons aussi le président de la communauté des communes, Chalosse-Tursan. Donc franchement, des deux comme ça, c'est la classe. Donc on va commencer, ça va pas être très long. J'ai écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages. Ça va? Ok. Alors, dès que je vais trop vite, vous levez tous la main. Mais ça, enfin, stop, quoi. Hein, ça va... Voilà, c'est fait. Bon, ça va déjà mieux. Donc, monsieur le vice-président du conseil départemental du canton, monsieur le président de la communauté de communes Chalosse-Tursan, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence qui nous permet de partager ce début d'année, une année que je vous souhaite la meilleure possible. Nous aurons une pensée sincère pour ceux qui nous ont accompagnés dans nos vies ou croisé nos chemins et qui nous ont quittés cette année. Une pensée également pour ceux qui souffrent et à qui nous adressons nos plus sincères vœux de rétablissement. Je ne m'étendrai pas sur le bilan du conseil municipal de l'année 2017, qui a largement été commenté et relaté dans les gazettes de juin et de décembre. Cependant, sans vouloir énumérer les diverses actions menées, comme la poursuite de l'aménagement de votre commune, son embellissement, son entretien, la sécurisation des bâtiments et des espaces publics qui s'inscrivent dans la continuité, il est à noter que toutes ces actions n'auraient pas pu voir le jour sans la volonté des élus, le soutien financier de l'État, du département, de la communauté de communes et de l'application du personnel communal. Un événement marquant de l'année 2017 pour l'avenir a été l'intégration de notre commune dans la nouvelle communauté des communes Chalosse-Tursan, résultat de la fusion des communautés Cap de Gascogne, Agetmou Communini et de la communauté de communes du Tursan. Une année charnière, une année de normalisation, de mutualisation des pratiques administratives, techniques, financières, politiques, qui à terme devrait trouver ses marques dans une politique identitaire commune. L'une des premières orientations qui impactera la totalité du territoire est la mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal. Ce PLUI définira le projet global d'urbanisme et les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire. Je vous incite tous à participer aux consultations publiques qui seront annoncées. Ça va ? Au niveau local, vos élus ont mené une réflexion politique sur les derniers investissements envisageables avant la fin du mandat, en respectant leurs engagements qui sont, pour rappel, l'intérêt général et le maintien du service public, la préservation et la mise en valeur du patrimoine local qui contribue à la qualité de la vie et à l'environnement, la mise aux normes, sécurité, accessibilité, hygiène, qualité de tous les bâtiments publics mis à disposition et des habitants et des associations, la réduction des dépenses de fonctionnement et la maîtrise des investissements, le respect des urgences et des priorités. Donc, concrètement, pour 2018, dans nos priorités, nous avons les incontournables, que sont la remise en état de nos deux églises. Sainte-Catherine, on avait prévu une réfection des supports des vitraux qui s'effondrent. Ça, c'était la priorité pour 2018, mais la DRAC nous impose également le traitement des infiltrations des sous-bassements extérieurs, soit un chantier de 3 mois, avec un coût bien entendu qui excède ce qui était prévu. L'église de Saint-Pierre. Le projet initial était la remise en état du mur portant les ex-voto de la guerre 14-18. Selon les conseils et de fortes recommandations de la DRAC, ces travaux doivent aussi porter sur la totalité de la voûte et en priorité les réparations des infiltrations au niveau d'un pilier côté ouest. Ceci fera également l'objet d'un arbitrage budgétaire. Alors, sur ces églises, je sais que c'est des sommes énormes qu'on est obligé d'engager. Néanmoins, si on n'intervient pas quand on commence à y avoir les premiers soucis, on arrivera à des églises qu'on sera obligé de fermer parce qu'elles ne seront plus accessibles, elles seront interdites au public. Donc je sais que c'est compliqué, c'est lourd, nous avons 2 églises, ce qui multiplie le problème. Voilà. Et elles sont anciennes. Donc il y en a une qui est classée, donc on a des aides très importantes, plus importantes sur Saint-Pierre. Par contre, sur Sainte-Catherine, c'est un peu plus compliqué. Alors, nous avons eu les incontournables, maintenant nous avons les essentiels.
Suite à la vente du bâtiment Banard, ex-hôtel-restaurant, qui hébergeait deux associations, qui étaient le club de pétanque et le comité des fêtes, et le comité des fêtes utilisait aussi ce bâtiment pour les fêtes communales qui sont de renommée à Menton, il est prévu de créer une extension d'un bâtiment polyvalent dans la continuité de la bibliothèque. Ce bâtiment devrait pouvoir héberger ces deux associations, mais aussi permettre des événements éphémères que peuvent envisager des associations mentales ou des particuliers. Donc on a fait les incontournables, on a fait les essentiels, nous allons faire les problématiques. Donc nous avons un bâtiment qui regroupe le gymnase André Serra et la salle Aliénor. L'ensemble de ces bâtiments sont occupés toute l'année, 7 jours sur 7, par les écoles, les animateurs du temps périscolaire, les associations sportives, le loto, les repas associatifs, les réceptions, les réunions publiques et privées, les entreprises locales, la vente du pain et le point du café le week-end. Ce bâtiment a été construit entre les années 70 et 90. C'est un bâtiment pailleron de la première heure, avec une toiture dite pudiquement en évrite, mais qui signifie en clair amiante. Face aux nombreuses fuites de la toiture et aux obligations de mise aux normes d'accessibilité d'ici à 2019 pour les vestiaires et les toilettes des espaces sportifs, nous avons lancé une étude qui à ce jour confirme nos craintes sur le coût, qui là encore dépasse largement, mais très largement, le double, le budget prévu. Le conseil municipal travaille actuellement pour une simplification du projet et un éventuel phasage dans le temps. Problème d'un bâtiment amiante, c'est où on fait les choses. Dans ces cas-là, il faut les faire à fond, c'est-à-dire enlever l'amiante et la détruire et pas simplement la stocker dans une zone de stockage, parce qu'un jour, de toute façon, l'amiante reste notre propriété, donc il faut en plus rajouter un surcoût pour sa destruction. Si on ne le fait pas maintenant, les générations futures devront le faire. Peut-être force de la loi ou autre. Bref, on a un vrai problème, et c'est un problème qui nous préoccupe très sérieusement, et c'est vrai que nous n'avons que 2 ans devant nous, donc on ne peut pas se lancer dans un travail qui va s'étendre sur 3-4 ans, parce que c'est toujours compliqué de reprendre un chantier en cours. Si ce projet devait se confirmer sous quelque forme qu'il soit, les différents scénarios vous seront présentés lors d'une réunion publique que j'espère en février, pour qu'on puisse prendre une décision sur le budget de l'année 2018. Enfin, après 2 années très difficiles, la relance de l'activité de la filière agricole, dont nous nous réjouissons, remettra au cœur des préoccupations les nouvelles modalités de fonctionnement de la station d'assainissement dans le respect des normes environnementales actuelles. Je sais que c'est un sujet qu'on a abordé déjà depuis plusieurs années. On a fait beaucoup d'études, on a essayé de trouver la meilleure solution, et c'était un peu en sommeil ces 2 dernières années, mais je crois que cette année, dès le mois de janvier, on repart sur des réunions de travail pour trouver la meilleure solution pour l'avenir. Ces choix d'action seront faits dans la perspective d'une fin de mandat, dans 2 ans, pour laisser des finances saines et une capacité d'emprunt. Une situation qui permettra aux administrés de s'investir, de prendre en main la gestion de leur commune, de se projeter dans l'avenir en toute connaissance de cause. Quant à vos élus, ils continueront cette année à assurer leurs engagements, à servir la collectivité dans un esprit démocratique et républicain. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à tous une très bonne année, à vous et à vos familles. Qu'elle vous apporte joie et bonheur dans un monde apaisé. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller départemental et vice-président du conseil départemental, madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, effectivement, je vais vous souhaiter une bonne année, mais je voudrais d'abord faire écho aux derniers propos de Claude qui souhaitait que cette année 2018 soit faste et propice, mais dans un monde apaisé. Et en ce 7 janvier, moi j'aurais eu... Cela fait écho à ce qui s'est passé le 7 janvier il y a 3 ans maintenant. Et Charlie Hebdo, en l'occurrence, qui était le début, en tout cas révélateur d'une phase que nous connaissons depuis, et où effectivement l'apaisement n'était pas le maître mot. Et donc le souhaiter pour 2018 nous semble tout à fait opportun. Cette date est assez symbolique de l'intolérance qu'il y a de par le monde, et ce qui me semble le mieux résumer l'analyse du problème et
la recherche de solutions, c'est peut-être une citation de Voltaire qui disait, si je me souviens bien, la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance est le seul remède. Et effectivement, si on pouvait placer, quel qu'en soit le niveau, l'année 2018 sous le signe de la tolérance, je pense que ça nous permettrait d'avancer plus sereinement. Pour revenir à des sujets plus terre à terre, effectivement, comme le maire l'a dit, 2017 a été la première année de vie de cette nouvelle communauté de communes Chalosse-Tursan, qui nous regroupe à 50 communes. Alors on peut s'en réjouir, s'en inquiéter, et je pense que chacun peut trouver effectivement des motifs ou des raisons qui justifient ce que l'on a envie d'en penser. Ce qui résume le mieux cette situation, c'est alors, je ne vais pas le citer parce qu'il ne va pas aimer, mais c'est un collègue maire d'une petite commune comme Orléans, comme Montaut, qui me disait on va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et c'est à peu près l'idée, l'état d'esprit qui prévaut dans ce regroupement. Mais encore faut-il que l'on prenne l'attention d'aller ensemble, effectivement. Et je pense qu'il est important, en tout cas c'est dans ce sens-là que le travail s'est entamé, à ce qu'il y ait une répartition des rôles. Et ne pas laisser à croire que les intercommunalités sont une substitution aux communes. Elles en sont un complément qui se doit d'être le plus efficace possible. Mais un complément en ce sens que, et l'intervention de Claude le relate bien, il y a tout un tas de domaines où la commune agit et est pertinente pour agir. Et on se rend compte que nos regroupements d'intercommunalités peuvent avoir certains avantages, mais ils auraient énormément d'inconvénients si on voulait faire en sorte que ces intercommunalités se substituent aux communes. On perdrait considérablement en efficacité, en proximité. Et je citerai un exemple qui illustre parfaitement ce que je suis en train d'essayer de dire, mais il y en a d'autres. En matière d'action sociale, par exemple, les dossiers à part sont instruits dans les communes, mais le service est organisé par l'intercommunalité. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à demander à un habitant de Montaut ou de Filondenx ou de Homoco de venir au siège de la communauté de communes déposer un dossier. La mairie est, à l'évidence, le lieu le plus adéquat, et donc c'est instruit dans les mairies. Le service est organisé par l'intercommunalité via son CIAS et chapeauté, géré financièrement par le conseil départemental. On a l'exemple même d'une action dont je pense on peut les uns et les autres être tout à fait fiers, parce qu'on sait qu'elle apporte un service tout à fait conséquent à chacun et de ceux qui en ont besoin, mais qui illustre parfaitement la complémentarité. Et c'est à cela qu'il faut que l'on veille les uns et les autres, de manière à ne pas créer des zinzins, des machins, qui soient hors sol et dont l'efficacité n'est souvent pas au rendez-vous si on veut les centraliser de trop. Donc, les exemples seraient multiples. Claude parlait de la bibliothèque. La bibliothèque, eh bien voilà, il y en a une antenne ici à Montaut. La gestion d'ensemble du fonds de la bibliothèque est intercommunale parce que il n'y a pas besoin de stocker tout le fonds en Montaut, mais il est accessible en totalité. Et le fait de se regrouper dans les trois intercommunalités, par exemple, permet que le fonds, il est à Gelmont, il est à Jaude, il est à Saint-Sevé, il est à Montaut, il est à Homoco, il est à Sainte-Colombe, à Orsarieux. Voilà, il y a des antennes d'un même ensemble qui est au service le plus près, il y en a à Valence, au service le plus près de chacun. Et c'est ce fonctionnement-là qu'il nous faut, je pense, auquel il nous faut veiller de manière à ne pas éloigner et ne pas créer ces fameux machins qui deviendraient inopérants. Un autre aspect, et qui constitue un des intérêts de l'existence même des intercommunalités, c'est une action comme l'OPH qui est en cours sur les communes de l'ex-Cap de Gascogne, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, et qui permet à chacun, enfin je sais que chaque commune s'en est fait écho, mais je le relate ici, et d'améliorer son cadre
cadre de vie, son habitat, ou pour des propriétaires bailleurs éventuellement de renouveler et d'améliorer leur bien. La pertinence de le mener à l'échelle d'une intercommunalité est tout à fait évidente. Mais là aussi, il faut qu'il y ait un relais d'information par les communes, et ça se fait avec et pour les résidents de chaque commune. Voilà deux exemples tout simplement qui illustrent cette complémentarité qu'il est nécessaire à laquelle on soit vigilant de manière à ce que ces entités respectives soient efficaces. Il y en a une autre, mais je vais laisser Olivier l'aborder parce que c'est un champ d'action partagé, c'est le déploiement du numérique. Et comme il est beaucoup plus à l'aise que moi sur ce point-là, mais juste pour le résumer, voilà, le déploiement numérique, les réseaux, il y a 50 ans, il fallait déployer des réseaux d'eau, 70 des réseaux d'électricité, ça a pris un certain temps. Aujourd'hui, l'objectif pour les territoires ruraux qui sont en déshérence, en ce sens que les opérateurs s'en foutent complètement de savoir si on a accès à l'outil numérique, l'outil Internet, chez nous. Ils s'en foutent, on va être clair. Donc, les collectivités, là aussi, l'intercommunalité est un premier échelon où il y a une intervention financière, un pilotage départemental, et on y reviendra, et donc le service, de manière à ce que le service soit rendu. Alors ça ira jamais assez vite, je le sais, je conçois, mais en tout cas ça avance. Et c'est un autre exemple, je dirais, de cette complémentarité. Voilà, sans m'étendre davantage cette première année de fonctionnement, moi j'en profite dans chacun de mes vœux pour remercier aussi l'implication de l'ensemble des élus communautaires. S'il y a un petit défaut à ces gros machins, c'est qu'on est nombreux comme élus, puisqu'on est le conseil communautaire est composé de 73 élus. Et la difficulté, mais à laquelle j'ai essayé d'être vigilant, et je pense que l'ensemble des élus y ont répondu, c'est de pouvoir associer, quitte à alourdir un petit peu le circuit de décision, mais à pouvoir associer le maximum d'élus dans ce domaine-là. Je ne crois pas à la parole venue d'en haut, et c'est pas à 4 ou 5 dans un bureau que l'on va trouver les solutions, c'est en les partageant, en les confrontant, et là aussi, je reviendrai à mon propos liminaire sur la tolérance, si elle vaut à l'échelle internationale ou elle vaut aussi dans le quotidien, et le fait de pouvoir admettre qu'il y a des avis différents qui peuvent se faire jour, et de pouvoir les confronter dans la recherche d'une solution la plus efficace possible me semble tout à fait nécessaire. En tout cas, c'est dans ce sens-là que l'on travaille, et donc mes remerciements vont à l'ensemble des élus pour l'adhésion à cette démarche-là qui se fait jour dans cette année-là, et dans cette année, la première année d'existence, et qui, je n'en doute pas, se poursuivra dans les 2 années qui nous restent de notre mandat. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin, et donc à ce stade-là, il me reste à m'associer à Claude, et puis je pense que Olivier en fera de même, pour vous souhaiter une bonne année 2018, et puisse-t-elle voir la réalisation de vos projets tant personnels que professionnels. Donc bonne année 2018, et merci de votre attention. Monsieur Olivier Martinez, vice-président du conseil départemental de Canton. Madame le maire, cher Claude, monsieur le président de la communauté de communes, cher Marcel, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la commune de Montaut, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, il y en a, mesdames et messieurs, un petit salut amical aussi à l'ensemble du personnel de la commune. Tout d'abord, te remercier Claude pour cette invitation, puisque je sais que tu tenais à ce que je sois présent aujourd'hui. Puisque entre grands stressés, on se comprend, je sais ce que c'est d'avoir le trac, et c'est bien normal, il faut avoir le trac lorsqu'on prend la parole devant un auditoire, ce n'est jamais évident, c'est une gageure. Tout d'abord vous dire que donc, je suis ravi d'être à Montaut. Nous nous étions rencontrés il y a quelques mois maintenant pour l'inauguration que nous avions fait sur l'entrée ouest de la commune, jolie réalisation de la commune. J'ai cru comprendre également qu'il y avait encore d'autres projets, certes, mais qui étaient soumis à des contraintes fortes en matière budgétaire.
qu'a priori, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir peut-être pour éventuellement discuter d'un plan de financement. J'ai cru comprendre le message subliminal que tu m'as envoyé tout à l'heure. Marcel l'a dit, Claude aussi, vous le savez, depuis 3 ans, nous commémorons aujourd'hui l'attentat odieux qui s'est passé dans le journal Charlie Hebdo. Ces fous de Dieu qui ont mis à mal les fondements même de notre République. Et même si depuis 3 ans, la peine est toujours vivace, malheureusement, nous constatons que tant au niveau international qu'au niveau européen, on constate encore et toujours des tensions. Au niveau international, on le voit malheureusement, nous avons encore toujours quelques dirigeants internationaux, pourtant de grands pays, je pense aux États-Unis, qui ont parfois des comportements puérils, qui mettent en péril la sécurité de la planète tout entière. On me le veut sur ce plan mais que peut-être que la raison reprenne sa place et que chacun de son côté arrête de montrer ses muscles et de faire un peu n'importe quoi, parce qu'il ne faudrait pas que les situations dégénèrent, parce qu'on l'a vu dernièrement, ces dernières années, des pays qui jusqu'alors connaissaient la paix ont vite trouvé des situations dégradées avec des zones de conflit et des guerres qui aujourd'hui continuent et s'enquistent depuis plusieurs années maintenant. Plus près de nous, l'année 2017 également, au niveau du département, ça a été un choc puisque nous avons perdu notre président Henri Emmanuelli, qui était aussi notre député. Vous le savez, c'était un personnage, un grand personnage, un homme d'État qui savait porter haut et fort la parole des Landaises et des Landais à Paris. Il avait cette réputation et je peux vous assurer qu'elle n'était pas usurpée. Alors aujourd'hui, nous sommes dépositaires de ce patrimoine qu'il nous laisse, de tout ce qu'il a pu faire pendant tant d'années au service des Landaises et des Landais. Et son successeur, Xavier Fortinon, et modestement votre serviteur, nous essayons, avec mes autres collègues, de faire fructifier cet héritage à votre profit. Alors ce n'est pas évident, puisqu'on en parlait à l'instant, nous avons des soucis financiers, les collectivités, et c'est aussi valable pour la communauté de communes, nous participons à ce que l'on appelle à l'effort de redressement des finances publiques de notre pays. Alors, je pense que Claude et Marcel seront d'accord avec moi, on apprécie peu cette démarche entamée, quels que soient les gouvernements, depuis de nombreuses années. Parce que s'il y a bien des structures publiques qui respectent le cadre juridique, le cadre réglementaire et surtout le cadre financier, ce sont bien les communes, les communautés de communes et les départements. Pour 2017, nous avons été ponctionnés au niveau du conseil départemental de plus de 8 millions d'euros de dotation. Parallèlement à cela, nous avons dû, je vois Fabien qui est là, verser près de 7 millions d'euros pour soutenir la filière agroalimentaire, pour que nous n'ayons pas de soucis, comme nous avons pu le rencontrer lors des deux dernières crises sanitaires qui ont touché notre département. On nous enlève des dotations, mais on nous demande d'intervenir pour soutenir l'économie locale. Malgré cela, nous refusons, et nous l'avons fait en 2017, nous n'avons pas augmenté les impôts, et nous avons réussi l'exploit aussi, parce que c'est un exploit, d'ailleurs je crois que nous sommes les seuls en France à l'avoir fait, à baisser la dette du département. Mais si vous faites des efforts financiers, au fur et à mesure que l'année passe, que le temps passe, eh bien comme on dit un peu vulgairement, on arrive à l'os. Et beaucoup de collectivités aujourd'hui sont à l'os. N'imaginez pas un seul instant que l'argent public est dépensé sans respecter ce que représente l'impôt pour vous. Parce que si nous vivons, si nous exerçons nos missions, si les collectivités vivent, c'est grâce à votre impôt. Aujourd'hui, les collectivités sont bien gérées. Mais si on continue à les étrangler, comme c'est le cas actuellement, et a priori comme ça sera le cas encore l'année prochaine et les années futures, je ne sais pas dans quelle situation nous allons nous retrouver. Malgré cela, nous sommes volontaristes. Nous souhaitons maintenir au niveau du département un haut niveau d'intervention, puisque, vous le savez, le conseil départemental est avant tout et surtout garant de la solidarité territoriale. J'en parlais dans mon propos introductif. Nous avons participé financièrement à la réhabilitation des travaux des espaces publics de Montaut. Et autant que faire se peut, nous continuerons à soutenir les communes, mais également la communauté de communes qui intervient avec le département sur différents sujets. Nous sommes garants de la solidarité territoriale, mais également nous garantissons aussi la solidarité intergénérationnelle. Nous continuons à favoriser la création de maisons de retraite publiques. Nous continuons à aider les jeunes de notre département. Nous continuons à aider ceux qui sont dans la souffrance. J'en veux pour preuve un projet emblématique qui avait été initié par Henri Emmanuelli. Je veux parler du village Alzheimer. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution médicale appropriée pour les personnes qui souffrent de cette pathologie. Et quand je dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a nulle part dans notre pays. Henri Emmanuelli a souhaité que notre département soit à l'avant-garde, et c'est pour ça que cette année, nous commencerons les travaux d'une maison Alzheimer qui sera située dans le pays d'Aqua. Un projet qui coûte plus de 15 millions d'euros. Là aussi, 15 millions d'euros, c'est de l'argent public. Et je pense que c'est de l'argent public
bien dépensé dans l'intérêt de toutes les Landaises et de tous les Landais. Nous continuons aussi à soutenir l'activité économique, je l'ai dit, la filière agroalimentaire, que ce soit les producteurs ou les entreprises comme l'entreprise Lafite de Montaut. Et je tiens d'ailleurs à saluer Fabien Chevalier qui, je le dis publiquement, a été une cheville ouvrière qui a toujours participé aux côtés du département à soutenir, à défendre l'ensemble de la filière face à ces deux crises sanitaires majeures. Et je tiens à souligner ici son implication parce qu'elle mérite d'être dite publiquement. 7 millions d'euros, comme je vous le disais, pour, on va dire, effacer ces aléas, ces deux aléas, en espérant que ces deux crises conjoncturelles ne deviennent pas structurelles. Et pour qu'elles ne deviennent pas structurelles, nous avons fait le choix, aux côtés de la communauté de communes, de porter un projet de technopole agroalimentaire qui se situe à Omoko. Vous l'avez sûrement vu, le long de la 2x2 voies à Mont-de-Marsan, les travaux ont débuté. Ces travaux vont donc permettre la création d'un bâtiment qui devra accueillir à terme des chercheurs, des personnes qui seront là pour travailler, pour trouver des solutions sur toutes les problématiques que rencontre aujourd'hui la filière. Alors bien sûr, la problématique sanitaire avec la création d'un cluster biosécurité qui permettra de faire des recherches qui, je l'espère, aboutiront rapidement afin de trouver des solutions à d'éventuelles crises qui pourraient surgir à nouveau, parce que notre crainte est là. On sait très bien que quand on cherche aujourd'hui le virus, bien souvent on le trouve, et donc ce cluster biosécurité a vocation à pouvoir trouver des solutions rapides pour au moins créer des pare-feux, empêcher sa propagation et limiter au maximum les enjeux et les dégâts qui pourraient y avoir sur le territoire, et notamment en Chalosse-Tursan. Donc là aussi, ce bâtiment d'un projet de plus de 4 millions d'euros, encore et toujours de l'argent public, je ne suis pas convaincu que ce soit une mauvaise affaire, que l'argent public, que l'impôt du contribuable serve à soutenir une filière qui, je le rappelle, pèse plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le département et concerne 10 000 emplois. Et je sais que dans cette salle, beaucoup de personnes travaillent directement ou indirectement dans ces filières. Et donc je pense qu'il est tout à fait légitime que nous soyons en soutien par rapport à vous. D'autres sujets également, tu n'en as pas parlé Marcel, mais c'est aussi un sujet que nous évoquons et que nous travaillons ensemble, la mise en place de résidences autonomie. Vous le savez, le département aide à la création, à la gestion bien sûr des maisons de retraite publiques, puisqu'elles sont toutes publiques, mais il n'existait pas encore ce sas entre le domicile des personnes âgées et la maison de retraite. Et donc, une loi est sortie il y a quelques années, une loi sur l'adaptation du vieillissement de la population, qui permet désormais la création de résidences autonomie. C'est-à-dire qu'avant que les personnes âgées aillent directement dans une maison de retraite, eh bien on leur propose de quitter certes leur domicile, mais d'aller dans un logement à côté de services publics, à côté de médecins, à côté de l'hôpital pour ce qui est de Saint-Sevé, de manière à ce qu'elles puissent garder une certaine autonomie dans ce nouveau logement, adapté bien évidemment, puisque les problématiques du vieillissement sont différentes selon l'âge, et bien entendu permettre à terme, lorsque cette personne aura malheureusement une santé qui se dégrade, aller tranquillement finir ses jours à la maison de retraite. Nous avons engagé un plan de déploiement de 500 lits pour ces résidences autonomie qui viendront s'ajouter aux 5000 places de maisons de retraite publiques que nous avons actuellement dans le département. Voilà dans les grandes lignes les politiques que nous menons actuellement. Nous avons dû subir bien évidemment quelques bouleversements réglementaires en matière de compétences. Nous avons maintenu la gratuité des transports scolaires. On l'oublie un peu trop souvent, mais le département des Landes est un des rares départements à maintenir cette gratuité. J'aime à rappeler que 800 € par élève sont ainsi économisés par les familles, car ce sont les contribuables landais, c'est la solidarité départementale qui permet aux parents d'élèves, j'en suis le premier bénéficiaire puisque mes enfants prennent le bus, ça nous permet de préserver le pouvoir d'achat des parents. Donc toutes ces politiques sont préservées, vous le voyez, nous essayons de gérer correctement l'argent public dans un contexte extrêmement difficile. Pourquoi j'insiste sur cette manière de gérer l'argent public? C'est aussi parce que nous avons un contexte national, un discours un peu négatif en la matière. Chaque jour, il y a une petite musique lancinante qui nous explique que finalement le service public, l'argent public, bref, les élus, tous ceux qui usitent de près ou de loin l'argent public, eh bien tout ça serait mal. Non, nous ne sommes pas là pour faire n'importe quoi avec votre argent, avec notre argent. Nous sommes là pour satisfaire des besoins de services publics. Et il faut être très attentif et il faut faire très attention. Parce qu'à vouloir crier au loup, on risque de se retrouver avec un système, certes perfectible aujourd'hui, mais qui a fait ses preuves au niveau de notre pays. Nous avons un système de protection sociale, nous avons des services publics de qualité. On peut toujours les améliorer, mais si nous crions au loup avec ceux qui souhaitent le démantèlement de ces services publics, sachez que lorsque ces services publics seront détruits, premièrement, ils ne reviendront pas,
Et deuxièmement, le besoin de service sera toujours présent. Et si ce n'est pas l'impôt qui le satisfait, ce sera vous, avec votre propre porte-monnaie, qui devrez assurer ces services que la collectivité ne mettra plus en œuvre. La crèche, les cantines, les maisons de retraite, tous les sujets que je viens d'évoquer, il est important que la solidarité nationale, la solidarité landaise, les solidarités intergénérationnelles persistent. C'est un message important que je tiens à porter aujourd'hui, car je ne voudrais pas que notre pays, qui a su construire un système et un modèle social exemplaire au sortir de la guerre alors que les finances publiques étaient exsangues, nous explique qu'aujourd'hui, on ne soit plus en capacité de l'assumer. Des choix ont été faits, je les regrette. Je ne vois pas l'intérêt de supprimer 4 milliards d'euros pour des personnes qui jusqu'alors payaient l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi je pense que ces 4 milliards d'euros auraient pu être préservés dans le budget de l'État et voire peut-être être réfléchis sur la politique du vieillissement. Par exemple, je venais de parler des résidences autonomie. L'État a fait la loi, mais qui finance? Les collectivités locales, le département. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Soyez attentifs à préserver ce modèle. Il n'est pas parfait, mais il reste quand même un des meilleurs du monde. J'ai déjà été assez long, on sait tous pendant les vœux que quand les enfants commencent à pleurer, il faut conclure. Donc il me reste à vous souhaiter, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, on le sait. Pour conclure, être rapide, juste vous souhaiter, et à vous et à tous ceux qui vous sont chers, bien évidemment une excellente année 2018, faite de santé, de bonheur et de prospérité. Merci à vous. Invités tous les deux. Ils ont fait des résumés dans leur domaine de compétences beaucoup plus pointus que si je vous avais fait un petit baratin de 2 minutes. Donc les bouteilles vont arriver, les plateaux aussi, ne partez pas surtout. Alors je vous invite à boire ce verre ensemble de début d'année. C'est un verre que je souhaite sympathique, plein de joie, de bonheur et d'espoir. Et un petit cocktail très républicain et entre nous. Merci beaucoup.